Des maths et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les relations entre le duché de Bretagne et le duché de Normandie. C'est la troisième sur ce sujet et si vous n'avez pas vu les deux premières, je vous conseille d'aller y jeter un œil. En plus je dis plein de trucs super intéressants dedans. Mais sinon ne vous en faites pas, je vais faire un rapide résumé. À l'orée des années 1000, le duché de Normandie est devenu particulièrement puissant. Pour rappel, à cette époque-là, les puissances de l'ouest du royaume de France sont les suivantes. Le duché de Bretagne, le duché de Normandie, le comté d'Anjou et le comté de Blois. Il y a tout un tas d'échanges politiques et de campagnes militaires entre ces quatre puissances. La puissance des ducs normands ne cesse de s'agrandir, et ils grignotent de nouveaux territoires petit à petit un peu partout, et notamment en Bretagne. C'est ainsi que le duc de Bretagne Alain III, régnant avec son frère Eudes, le premier comte de Penthièvre, s'oppose au duc de Normandie Robert II en 1030. Les Bretons perdent, et Alain prête un serment de fidélité à Robert au Mont-Saint-Michel, le cédant définitivement aux Normands. Mais Robert II meurt en 1035, laissant un fils derrière lui, Guillaume. Se reposant sur les liens familiaux construits sur la génération d'avant, Alain se nomme tuteur du jeune Guillaume. Il tente de le protéger contre ses ennemis, les Richardides, une branche de la famille des ducs de Normandie. Mais il est assassiné dans ce conflit, empoisonné par ces mêmes Richardides en 1040. À sa mort, son fils Conan est encore jeune, et c'est son frère Eudes qui prend la régence du duché. Nous en étions donc arrivés là. Je ne vais pas commencer cette vidéo en parlant de la Bretagne, mais de la Normandie, et de la jeunesse de Guillaume, qui est plutôt atypique. Guillaume naît à Falaise, en Normandie, vers 1027. À la mort de son père, en 1035, il est le seul fils et successeur du duché. Ce qui n'est pas du goût d'une partie de sa famille, les Richardides, qui ne le reconnaissent pas. Il préfère Guy de Brionne, un cousin. Le pays rentre alors dans une guerre pour la succession. Mais le jeune Guillaume, âgé d'environ 7 ans, est bien entouré. Il a plusieurs protecteurs importants, comme son grand-oncle, Robert le Danois, l'archevêque de Rouen, le duc de Bretagne Alain III, son oncle par alliance, ou l'ancien sénéchal de son père, Osberne de Crépon. Mais Robert le Danois meurt en 1037, puis c'est au tour du duc de Bretagne d'être empoisonné en 1040. Son nouveau tuteur, Gilbert, le comte d'Eu, est assassiné en 1041. Et enfin, le sénéchal Osberne de Crépon est éliminé à son tour. Ce dernier était l'un des plus proches protecteurs de Guillaume. Il est tué en 1041 par un assassin dans la chambre même où se trouve le petit Guillaume, alors caché sous le lit. Guillaume entre alors dans la clandestinité, changeant de gîte régulièrement, évitant de se faire reconnaître. En 1046, Guillaume, âgé de 19 ans, échappe de justesse à une nouvelle tentative d'assassinat. Alors que le jeune homme dort à Valognes, il est averti en pleine nuit par son bouffon que des hommes viennent pour l'éliminer. Il s'enfuit précipitamment au milieu de la nuit, seul et sans escorte, avec ses ennemis à ses trousses. Il est recueilli par l'un de ses fidèles et rejoint son château de Falaise. De là, il décide qu'il est temps de contre-attaquer. Une jeunesse comme ça, ça forge le caractère. Enfin, si on y survit, bien entendu. Pendant ce temps-là, en Bretagne, la régence est assurée par Berthe, la femme de l'ex-duc Alain III, et par Eudes, le frère de l'ex-duc Alain III. Conan, le fils d'Alain III étant encore jeune, c'est son oncle qui prend les rênes. Je rappelle que Eudes avait l'habitude de gérer le duché avec son frère depuis l'enfance. Mais nous avons deux versions très différentes de la place d'Eudes à ce moment-là. D'un côté, des chroniqueurs avancent l'hypothèse qu'Eudes écarte dès le début le jeune Conan du trône pour s'approprier le pouvoir. Mais l'étude moderne des sources ne montre pas cela.
mais plutôt une participation au pouvoir de Conan dans sa jeunesse aux côtés de son oncle, qui le fait prendre part à la signature des différents actes ducaux. Toujours est-il qu'Eudes gère le duché comme s'il était duc. Il adopte une nouvelle politique extérieure par rapport à celle de son frère Alain III. Il marie sa fille au comte d'Anjou Geoffroy II, fils du fameux Fulquenera. Il rompt ainsi l'alliance précédente avec les comtes de Blois. Et contrairement à son frère Alain, il ne soutient pas Guillaume de Normandie et fait même partie de ses ennemis. Il est notamment proche du vicomte du Cotentin, Nil de Saint-Sauveur, un des principaux ennemis de Guillaume. Cependant, Conan arrive à la majorité en 1047. Et là, il y a un problème. Eudes, se considérant duc de plein droit, ne laisse pas la couronne à son neveu, ce qui semblerait être une usurpation. Cependant, Conan n'a pas beaucoup de soutien, puisque les barons bretons reconnaissent plutôt Eudes comme leur duc. Le pape lui-même le nomme prince des Bretons dans une lettre en 1049. Et Eudes fait frapper la monnaie à son nom avec le titre de duc. Cette prise de pouvoir par Eudes peut s'expliquer par la co-régence autrefois faite sous Alain III, car en effet, leur mère, Avoise, faisait participer ses deux fils au pouvoir. Et lorsque Alain III fut nommé duc, il partageait en réalité son pouvoir avec son frère. Eudes à la tête du duché est donc vécu comme quelque chose de relativement normal par ses contemporains, car n'était-il pas déjà en partie duc? Ce n'est pas du goût de son neveu, Conan, qui se voit spolier son trône. Il va donc chercher le soutien des ennemis de son oncle, et notamment du côté de la famille de sa mère, les comtes de Blois. Eudes est donc le maître de la Bretagne, et il est très impliqué dans la géopolitique du secteur, notamment dans les affaires de Normandie. Mais de ce côté-là, les choses vont changer. En 1047, Guillaume décide d'affronter une bonne fois pour toutes ses adversaires à Val-les-Dunes. Cette bataille décisive regroupe quelques milliers d'hommes de chaque côté. D'un côté, Guillaume, aidé des troupes du roi de France, et de l'autre son rival Guy de Brionne, soutenu par moult barons normands, ainsi que par le duc Eudes de Bretagne. C'est le jeune Guillaume, alors âgé de 20 ans, qui en sort victorieux, devenant enfin duc de Normandie. Les conjurés sont soit morts pendant la bataille, soit en exil. Le vicomte du Cotentin, Nil de Saint-Sauveur, trouve exil à la cour du duc breton Eudes. Mais cette défaite est également la défaite d'Eudes, qui se retrouve dans le camp des perdants. Son neveu Conan profite de cette faiblesse pour réclamer le titre de duc. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur cette période, mais il semblerait que Conan soit reconnu duc à partir de 1048. Cependant, il n'assoit pas son pouvoir sur tout le territoire breton, une partie étant encore sous le contrôle d'Eudes. La reconnaissance définitive de Conan en tant que duc est peut-être liée aussi à la participation d'Eudes à la bataille de Mortemer en 1054. Le jeune duc normand est de plus en plus puissant, ce qui amène le roi de France à se retourner contre lui. Le roi s'allie avec les puissants seigneurs de l'Ouest que sont le comte d'Anjou Geoffroy Martel, le comte Thibaut de Blois, quelques seigneurs normands toujours en conflit avec leur nouveau duc, et bien sûr Eudes de Bretagne. En gros, à peu près tout le monde. Seulement, Guillaume de Normandie les bat tous à la bataille de Mortemer en 1054. Oui, il a vraiment une histoire exceptionnelle. Cette victoire renforce encore plus le duc de Normandie et discrédite d'autant plus Eudes. Ce dernier se fait finalement capturer en 1057 par Conan, qui devient alors pleinement duc de Bretagne. Eudes s'éloigne des affaires du pouvoir et peut profiter de sa seigneurie du Penthièvre. Il mourra en 1079 et sera inhumé dans la cathédrale de Saint-Brieuc. Ses fils joueront un rôle important par la suite, en participant notamment à la conquête de l'Angleterre avec Guillaume, et à la création du comté de Richmond en Angleterre, puissant fief appartenant à leur famille. Les choix politiques d'Eudes l'ont donc poussé hors du pouvoir ducal et amené Conan au titre de duc de Bretagne sous le nom de Conan II.
Conan règne à partir de 1057, mais il n'a pas l'aura de son oncle ou de son père. La chancellerie naissante sous Alain III semble quasi absente. Dans ses actes, il est souvent nommé en tant que comte, ce qui est loin du monarque des Bretons de son père. De plus, il doit faire face aux manigances de ses vassaux, comme le puissant Alain Cagnart, qui rapproche sa famille petit à petit du pouvoir ducal. Mais il y a un autre seigneur qui pose problème. Il s'agit de Rhiwallon, le seigneur de Dol. Ce dernier rentre en conflit ouvert avec Conan II. Et, comme le seigneur de Fougères en 1050, il se déclare vassal du duc de Normandie, Guillaume. Le duc breton n'a d'autre choix que de mener un siège contre Dol pour conserver ses frontières. Seulement voilà, Rhiwallon appelle à l'aide le duc de Normandie qui se fait une joie d'intervenir, pouvant ainsi pousser ses frontières jusqu'à cette cité en cas de victoire. Pour cette histoire, il y a une source importante, la tapisserie de Bayeux, puisqu'elle illustre toute cette campagne. À ce moment-là, Guillaume accueille à sa cour Harold de Godwinson, son futur rival de la bataille d'Hastings. Ils décident de marcher ensemble contre le duc de Bretagne et lever le siège de Dol. Face à l'avancée de l'armée normande, Conan lève effectivement le siège et se replie sur Dinan après un passage par Rennes. Il demande de l'aide à son allié Geoffroy, le comte d'Anjou. Cette simple affaire est en train de tourner en véritable conflit entre les puissances de l'ouest du royaume de France. Guillaume met le siège devant Dinan dans le but de faire capituler Conan. Cette défaite se révélerait catastrophique pour la puissance déjà relativement faible du duc breton. Et nous arrivons à cette image plutôt connue. Nous avons le duc Conan II qui tend les clés de la ville à Guillaume. Cette image est interprétée comme la défaite du duc qui remet les clés de la ville à Guillaume pour se soumettre. Mais sachez qu'il y a une autre interprétation. Il se pourrait que cette image représente le duc, effectivement avec les clés de la ville, mais dans le but de narguer Guillaume. Eh oui, en disant en quelque sorte, viens la chercher si tu peux. Car en se repliant, Conan a fait saisir les céréales et les vivres sur son passage, afin de rendre la campagne de Guillaume plus difficile. Le duc d'Anjou Geoffroy est également en route pour le secourir. Guillaume ne peut pas se permettre de s'enliser dans un conflit qui pourrait rapidement tourner à son désavantage. Manquant de vivres, menacé sur ses arrières, il décide de lever la campagne et de rentrer en Normandie. Cette campagne militaire est donc un échec pour le duc normand. Et c'est une réussite pour le duc de Bretagne, Conan II, qui profite de sa victoire pour renforcer son pouvoir. Il contraint le seigneur de Fougères à lui prêter serment et prend enfin Dol. Le seigneur de Dol, Rhiwallon, est contraint à l'exil et trouve refuge en Normandie aux côtés de Guillaume. Guillaume, quant à lui, est occupé à préparer sa fameuse expédition de l'autre côté de la Manche. L'année suivante, en 1065, un conflit de succession éclate en Anjou. Conan décide de se mêler de cette affaire. Il part alors en campagne en Anjou dans le but, probablement, d'agrandir son influence de ce côté-là. Mais, alors qu'il mène le siège devant Château-Gontier, il meurt soudainement le 11 décembre 1066. Et, comme son père avant lui, il semblerait qu'il ait été empoisonné. Une des hypothèses avancées sur le commanditaire est qu'il s'agirait de Guillaume de Normandie. Évidemment, il est difficile de savoir la vérité sur cet empoisonnement, qui aurait effectivement permis à Guillaume d'éliminer une menace sur le continent. Cependant, la mort d'un personnage de cette importance profite à beaucoup de monde. La mort du duc de Bretagne Conan II est une aubaine pour la famille des comtes de Cornouailles, puisque Alain Cagnart, le comte de Cornouailles, a passé sa vie à se rapprocher petit à petit du pouvoir ducal. Il s'est marié avec Judith de Nantes en 1025, la sœur du comte de Nantes. Alain marie son fils, Hoël, à la sœur de Conan II, Avoise. Après la mort sans héritier du comte de Nantes,
C'est Hoël qui devient le nouveau comte de Nantes en 1063. Et après la mort du duc Conan II, sans héritier, le pouvoir ducal revient à sa sœur, Avoise, et donc à son mari, Hoël. Hoël est couronné duc sous le nom de Hoël II à la fin de l'année 1066. Il met fin au règne de la maison de Rennes sur le duché pour imposer le pouvoir de la désormais très puissante maison de Cornouailles. Quant au rapport avec la Normandie, ils seront toujours entre alliance et défiance. Même s'il faut rappeler qu'un grand nombre de jeunes seigneurs bretons vont prendre part à la conquête de l'Angleterre et participer à la célèbre bataille d'Hastings aux côtés de Guillaume, désormais appelé le Conquérant. C'est fini pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Et c'est également fini pour cette série de vidéos sur ce sujet qui m'a permis de couvrir une assez large période du Moyen-Âge breton. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter en dessous, à la partager sur les réseaux sociaux, c'est la meilleure pub que vous pouvez faire pour la chaîne, et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, ce qui peut arriver. Sinon, je rappelle que vous pouvez me soutenir sur Tipeee, et j'ai ouvert tout récemment un compte sur Utip, si vous avez plus vos habitudes sur ce site-là. Et dernière info, j'ai ouvert aussi récemment un compte Instagram, enfin, où je vais essayer de vous présenter régulièrement les différents livres qui me servent de source sur mes vidéos, et sûrement pas mal d'autres trucs comme ça, ce qui me passera par la tête. Donc n'hésitez pas à rejoindre la page. Tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Sur ce, je vous dis Trudjare, à Tchenevo.